Un père célibataire aide un soldat et ses jumelles, puis assiste à un miracle inoubliable. Une nuit d'hiver, une femme soldat et ses 2 filles, qu'il a vues au bord de la route, ont changé la vie d'un père célibataire. La décision qu'il a prise à ce moment-là s'est transformée en un miracle qu'il n'oubliera jamais. Il n'était qu'un père célibataire sur une route tranquille au milieu de l'hiver jusqu'à ce qu'il la voie. Une soldat, épuisée, gelée, serrant les mains de 2 petites filles chaussées de bottes déchirées. Il s'est arrêté. Et à ce moment-là, une décision a été prise qui allait changer à jamais la vie de ces 5 personnes. Avant de commencer cette histoire vraie et émouvante sur la résilience, l'amour et un miracle né de la gentillesse, si tu crois aux 2e chances, à la force tranquille et au pouvoir de faire ce qui est juste quand personne ne regarde, on t'invite à t'abonner. Votre soutien nous aide à partager davantage d'histoires qui apaisent, inspirent et nous rappellent que l'espoir peut surgir même dans les jours les plus sombres. Maintenant, commençons. La neige tombait depuis des heures. Elle recouvrait l'autoroute tranquille comme un secret gardé précieusement et infini. Luc Moreau serra le volant de son vieux pick-up, dont le chauffage soufflait dans le froid glacial de la Bretagne. Il plissa les yeux à travers le pare-brise, tandis que les flocons dansaient dans les feux de route, obscurcissant le monde d'un voile blanc. Il était un peu plus de 21h un mercredi de décembre. La plupart des habitants de Daoulas étaient déjà rentrés chez eux, blottis devant leur cheminée, sirotant un cidre chaud et regardant le journal télévisé. Mais Luc avait fait une double journée au garage comme d'habitude. Le silence ne le dérangeait pas. Le silence ne posait pas de questions. Le silence n'attendait pas de réponse. Alors que la route serpentait à la sortie de la ville, quelque chose attira son attention. Une silhouette, non, 3 silhouettes, avançaient péniblement sur le bas-côté enneigé. Luc leva doucement le pied de l'accélérateur, le cœur serré, avant même que son esprit ait eu le temps de comprendre. Une femme en uniforme. Elle était penchée en avant, serrant un enfant dans ses bras et tenant de l'autre main celui d'un autre enfant. Le vent tirait sur l'ourlet effiloché de son manteau militaire. Les filles, âgées de 5 ou 6 ans, étaient emmitouflées dans des manteaux d'hiver dépareillés, l'une avec un chapeau trop grand, l'autre avec des chaussures trop minces. Le camion de Luc s'arrêta à côté d'elle. La femme ne se retourna pas immédiatement. Elle serra les 2 filles contre elle comme par réflexe. Luc baissa la vitre à moitié, se protégeant contre le froid soudain. « Madame, dit-il d'une voix calme et assurée, vous ne devriez pas être dehors. Il gèle. » La femme leva les yeux. Son visage était jeune, mais ses yeux avaient trop vu. Ils se posèrent sur la plaque d'immatriculation, sur l'homme au volant, puis revinrent sur la route. « On va bien, dit-elle. » Luc jeta un coup d'œil aux enfants, dont l'un tremblait si fort que ses dents claquaient. « Vous n'allez pas bien, répondit-il gentiment. Je ne suis pas une menace. Je m'appelle Luc, Luc Moreau. J'habite juste en haut de la rue. J'ai de la soupe chaude et un canapé libre. » Elle hésita, serrant plus fort la main gantée de la petite fille. « Tes soldats, dit-il en désignant Lucet. Et mère, c'est une raison suffisante pour que je m'en soucie. Je ne suis pas leur mère, dit-elle doucement. Ce sont mes nièces. Il sentit la vérité le frapper de plein fouet plus fort qu'il ne s'y attendait. Elles ont eu une longue journée, ajouta-t-elle d'une voix plus douce. Luc sortit dans la neige, laissant le moteur tourner. Lentement, sans mouvement brusque, il ouvrit son manteau et s'accroupit à la hauteur des filles. « Vous voulez du chocolat chaud ?» demanda-t-il. Avec leurs petits marshmallows, les jumelles levèrent les yeux vers leur tante. L'une d'elles acquiesça timidement. La femme déglutit péniblement, puis acquiesça également. La chaleur les envahit dès qu'ils entrèrent dans sa petite maison confortable. Le vieux poêle à bois crépitait dans le coin. Une couverture faite main était posée sur le canapé. La cuisine sentait légèrement la cannelle et les résidus de graisse de la dernière tentative de Luc pour faire du pain perdu. Luc tendit une serviette à la femme. Elle secoua la tête. « Sèche-les d'abord, dit-elle. » Sa voix était ferme, mais pas méchante. Il s'accroupit à nouveau, séchant doucement les manches trempées des jumelles et démêlant leurs écharpes. Elles l'ont laissé faire. Cela seul lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir sur son caractère. Une fois qu'elles furent installées avec des tasses de cacao et des couvertures, il se tourna vers elle. « Tu as un nom ?» Elle hésita. « Sié, dit-elle finalement. Sié Dumas. Enchanté, Claire Dumas. Je peux te proposer quelque chose de plus fort que du chocolat chaud ?» Elle esquissa un petit sourire. « Tu as du bourbon. J'ai du café instantané et 2 aspirines. Ça ira. »
Ils s'assirent à la table de la cuisine pendant que les filles somnolaient sur le canapé. Luc l'observera du coin de l'œil. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tenait la tasse. Ce n'était pas à cause du froid. C'était quelque chose de plus profond. « Vous êtes en poste dans les environs ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Je viens d'être démobilisé temporairement, blessé au genou. Je suis entre deux. »« Où allez-vous ?»« Nulle part, en fait. Je pensais peut-être aller dans l'Idaho. J'ai entendu dire qu'il y avait du travail. »« Tu ne vas pas débarquer dans l'Idaho, c'était pas le plan. » Luc acquiesça. Il ne posa pas de questions. Le silence s'installa à nouveau, mais il n'était pas gênant cette fois-ci. Il y avait quelque chose chez Claire, quelque chose d'inexprimable, un peu effiloché, mais solide au fond. Il remarqua son sac à dos appuyé contre le mur près de la porte. C'était un sac militaire, usé, rapiécé, avec du ruban adhésif. Une photo défraîchie dépassait de la poche latérale, juste le bord carbonisé et recourbé. Il n'en fit pas mention, pas encore. Vers minuit, il étendit des draps propres sur le lit gigogne du salon. Les filles s'étaient déjà blotties sous la couette comme des chatons. Claire se tenait maladroitement dans l'embrasure de la porte. « Je ne veux pas m'imposer, » dit-elle. « Mais non, la neige ne va pas s'arrêter de sitôt. Tu restes. » Elle hésita. « Tu ramasses toujours des inconnus sur la route ? » ?»« Non, mais je ne pense pas que tu sois une inconnue. » Claire croisa son regard un instant, et pour la première fois, elle baissa un peu sa garde. « J'apprécie, » murmura-t-elle. Luc marqua une pause, puis ajouta « On a tous besoin de quelqu'un, Claire, même quand on pense que ce n'est pas le cas. » Il éteignit la lumière alors qu'il était allongé dans sa chambre, les yeux rivés au plafond, le ventilateur tournant lentement au-dessus de lui. L'esprit de Luc était envahi de questions sans réponse. Qui était-elle vraiment? Qu'est-ce qui l'avait amené là? Et pourquoi avait-il soudainement l'impression que sa vie venait de basculer? Là-bas, dans la neige, elle n'était qu'une silhouette. Et là, elle était tout autre, pas seulement un soldat. Peut-être un nouveau départ. Le matin arriva tranquillement, enveloppé d'une lumière grise et du silence que seule une couverture de neige fraîche pouvait apporter. Luc se réveilla au doux craquement des planches. Pendant un instant, il oublia qu'il y avait des étrangers sous son toit. Puis les souvenirs lui revinrent d'un coup. 2 petites filles aux yeux endormis, une jeune femme avec la posture d'un soldat et une calme hantée dans la voix. Il enfila un sweatshirt et se dirigea pieds nus vers la cuisine. L'odeur du café n'était pas encore dans l'air, mais quelque chose d'autre avait quelque chose d'inconnu, de réconfortant. Un bourdonnement faible et régulier. Ce n'était pas le chauffage, ni le vent. Il suivit le son et trouva Claire dans le salon, accroupie près de la cheminée, la main assurée tandis qu'elle jetait des bûches dans le feu. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une tresse grossière, comme le font les soldats par habitude. Les manches de sa chemise étaient retroussées jusqu'au coude, laissant apparaître de légères cicatrices sur ses avant-bras. Elles n'étaient pas récentes, ni cachées, mais elle ne les exhibait pas non plus. Les filles dormaient encore, blotties l'une contre l'autre comme des chatons sous la couette. Luc s'appuya contre le cadre de la porte. « Tu as trouvé du bois pour le feu », dit-il. Claire leva les yeux, l'expression indéchiffrable. « Je ne voulais pas que les enfants se réveillent avec froid. Tu n'avais pas besoin de le faire. Je sais qu'il n'y avait aucune défensive dans son ton, juste une simple constatation. » Elle reporta son regard sur les flammes. Luc entra et s'assit sur l'accoudoir d'un fauteuil inclinable usé en la regardant. « Tu as dormi ?» demanda-t-il. « Un peu. Ton genou va mal ?» Claire hésita, puis acquiesça. « La pluie et le froid n'aident pas. J'ai été touché par des éclats d'obus il y a 2 ans près de Raqqa. » Luc cligna des yeux. Elle avait dit ça comme si elle décrivait une course à l'épicerie qui avait mal tourné. « J'ai encore du métal là-dedans. C'est surtout de l'obstination maintenant. » Il sourit légèrement. « C'est sûrement ce qui fait avancer les gens. » Claire haussa les épaules, mais ses yeux brillèrent. « C'est grâce à ma ténacité que j'ai fini par traverser une tempête de neige avec 2 enfants et sans plan. » Luc ne répondit pas. Il y avait une lourdeur dans sa voix qui ne demandait pas de pitié, seulement de l'espace. Plus tard dans la matinée, il fit des pancakes. Ils n'étaient pas très réussis, brûlés sur les bords, de taille inégale et légèrement trop cuits au milieu. Mais quand Élise et Léa s'assirent à table et prirent leur première bouchée, leurs visages s'illuminèrent comme si c'était le matin de Noël. « Les meilleures crêpes de ma vie, » dit Léa, la bouche pleine de sirop. Luc rit. « Tu dis ça maintenant. Attends que ta tante cuisine. » Claire haussa un sourcil. « Je ne cuisine pas. Tu es militaire. La cuisine de survie ne fait pas partie du contrat ?»
Bien sûr, si tu aimes tout ce qui est lyophilisé et en forme de brique. Luc sourit. On serait peut-être bien ensemble alors. Les mots lui échappèrent avant qu'il puisse les retenir. Claire le regarda d'un air vif, pas offensé, juste surprise. Il détourna le regard, faisant semblant de remplir la cafetière. Cet après-midi-là, Théo rentra de l'école. C'était un garçon calme, à la voix douce, qui mettait du temps à se confier. À 8 ans, il avait connu plus de refus que d'accueil au cours des 2 dernières années. Mais lorsqu'il aperçut Élise et Léa en train de colorier près de la fenêtre, ses yeux s'illuminèrent d'une manière que Luc n'avait pas vue depuis des mois. Les filles levèrent les yeux. « Qui est-ce » Luc poussa Théo vers l'avant. « C'est mon fils. Théo, je te présente Élise et Léa. Elles vont rester avec nous pendant quelque temps. » Théo ne dit pas grand-chose, il se contenta de hocher la tête et s'assit en tailleur à côté d'elle, ramassant un crayon rouge. Les 3 enfants se mirent à jouer ensemble, sans dire un mot. Claire les observait depuis la cuisine, les bras croisés, impénétrables. « Ton fils est gentil avec elle, dit-elle. Il est gentil. Point final. C'est juste qu'il ne le montre pas à tout le monde. » Elle acquiesça. Les enfants sont comme ça. Ils ressentent plus qu'ils ne disent. Luc lui jeta un coup d'œil. « Tu sembles bien connaître les enfants. » Claire baissa les yeux vers sa tasse de café. « J'ai aidé à élever les filles de ma sœur. Leur père est parti quand Léa était encore en couche. Je suis intervenu quand ma sœur est tombée malade. J'ai été déployé 2 fois entre les traitements. Je suis venu pour les funérailles. Depuis, j'essaie de tenir une promesse. » Luc ne dit rien. Il resta simplement debout à côté d'elle, laissant l'histoire flotter dans l'air entre eux. Ce soir-là, après le dîner, Claire s'assit près de la cheminée, les jumeaux endormis à côté d'elle. Théo était allé se coucher. Luc s'attarda dans l'ombre du couloir, observant le reflet des flammes sur le visage de Claire. Elle fixait l'âtre comme s'il détenait les réponses à des questions qu'elle n'osait pas poser à voix haute. Puis elle attrapa son sac à dos. Lentement, prudemment, elle ouvrit la fermeture éclair du compartiment avant et en sortit un paquet. Des lettres reliées par un ruban effiloché. Ses doigts les effleurèrent avec une révérence que Luc reconnut instinctivement. Il fit un pas en avant. « Qu'est-ce que c'est » Elle sursauta, mais ne les cacha pas. « Des lettres, dit-elle doucement. De Marc. » Le cœur de Luc s'arrêta de battre. Marc, son frère. La pièce sembla rétrécir. Le feu crépitait plus fort. Luc s'approcha lentement, retenant son souffle. « Tu le connaissais ?» Sa voix se brisa sans crier gare. Claire acquiesça. « C'était mon sergent en Syrie. J'ai servi sous ses ordres jusqu'au jour où il nous a quittés. » Elle leva les yeux vers Luc. « Avant de mourir, il m'a donné ça. Il m'a dit de te trouver. Il a dit que tu comprendrais. » Elle tendit le paquet à 2 mains, comme une offrande. Luc le fixa, incapable de bouger. « Je les ai gardés pendant 2 ans, » murmura Claire. « Je pensais que je te trouverais plus tôt, puis je t'ai trouvé, et je ne savais pas comment te les donner. » Luc s'agenouilla devant la cheminée. Ses mains tremblaient tandis qu'il prenait les lettres. Un par un, les noms et les dates apparurent. L'encre était délavée, les coins cornés et froissés par le temps et les intempéries. La première lettre était simplement adressée à « Luc, si tu lis ceci, je ne suis pas rentré. Mais j'espère que tu es toujours debout, toujours toi-même. Et s'il y a un garçon qui a tes yeux, donne-lui une belle vie, celle que nous n'avons jamais eue. » Luc baissa la tête. Des larmes tombèrent sur le papier, noircissant l'encre. Claire ne dit rien. Elle resta simplement assise à côté de lui, silencieuse, imperturbable. Et pour la première fois depuis près de 20 ans, Luc ne se sentit plus seul. Luc n'avait jamais cru au destin. Mais ce soir-là, agenouillé près du feu, les lettres de Marc serrées contre sa poitrine, quelque chose avait changé en lui. Pas de façon bruyante ou soudaine, juste un réajustement silencieux, comme le lent mouvement d'une boussole qui aurait tourné trop longtemps sans direction. Le lendemain matin, une sorte de calme s'était installé dans la maison, un calme à la fois fragile et inconnu. Claire se tenait devant l'évier de sa cuisine exiguë, rinçant des bols de céréales pendant qu'Élise et Léa jouaient avec Théo sur le sol du salon. Luc s'appuya contre le cadre de la porte, observant ses mouvements qui se déroulaient avec une précision acquise par l'habitude. Propre, efficace, sans agitation. Elle bougeait comme quelqu'un qui avait l'habitude de contrôler, de suivre des règles, de tout faire sauf se reposer. « Tu n'as pas besoin de faire ça, » dit Luc en entrant dans la cuisine. « Je sais, » répondit Claire sans lever les yeux. « Tu sais que tu peux laisser quelqu'un t'aider, n'est-ce pas ?» Elle jeta enfin un coup d'œil par-dessus son épaule.
Tu l'as déjà fait. Tu nous as laissé entrer. Luc soutint son regard pendant un moment, puis ouvrit un placard. Comment ça va avec les œufs? Je suis meilleur avec les rations militaires. Il rit. Moi aussi. Honnêtement, j'ai été élevé par un père qui pensait que cuisiner, c'était ajouter du ketchup. Le luxe. Elle resta impassible. Nous avions rassemblé nos forces. Cela le prit au dépourvu, et il éclata d'un rire profond et sincère qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps. Claire sourit et lui tendit une poêle propre. Ils travaillèrent côte à côte, elle préparant des œufs brouillés, lui brûlant des toasts. Les rires des enfants filtraient de l'autre pièce comme la lumière du soleil à travers une fenêtre poussiéreuse. Cela adoucissait tout. Plus tard dans la matinée, Claire s'assit sous le porche avec une tasse de café léger, regardant à travers la cour enneigée. Luc la rejoignit et lui tendit une paire de chaussettes plus épaisses qu'il avait trouvées dans une boîte de rangement. « Elles appartiennent à Marc, dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Je me suis dit que ça ne le dérangerait pas. Elle les accepta en silence, passant son pouce sur la laine usée. « Parle-moi de lui, dit-elle. » Luc acquiesça lentement. Il était sauvage quand on était enfant. Il grimpait toujours quelque part. Une fois, il s'est coincé dans un arbre et a essayé de me convaincre que c'était pour avoir un avantage tactique. Claire sourit faiblement. Il s'est engagé dès qu'il a eu 18 ans. Il disait qu'il ne voulait pas finir comme notre père. Il voulait servir. Il voulait plus. Il a eu plus, dit Claire doucement. Luc se tourna vers elle. Il a parlé de toi dans une de ses lettres. Il disait que tu étais la meilleure tireuse et la pire joueuse de poker de l'unité. Claire cligna des yeux, prise au dépourvu. Il a dit ça? Oui. Il a aussi dit, si je te rencontrais un jour, je saurais que tu ne demanderais jamais rien, mais que tu donnerais tout. Claire détourna le regard. Elle serra les mâchoires comme si elle luttait contre quelque chose qu'elle ne voulait pas qu'il voie. Luc n'insista pas. Il resta assis là, laissant le silence s'installer entre eux comme un fil trop sacré pour être rompu. Cet après-midi-là, les enfants construisirent une cabane avec les coussins du canapé et de vieilles couvertures. Luc les regardait depuis le couloir, les bras croisés, un petit sourire aux lèvres. « Ça va ?» demanda Claire en s'approchant doucement. Il acquiesça. « Mieux que je ne le devrais. Ils ont l'air heureux. Ils n'ont pas eu de raison de ne pas l'être ces derniers temps. » Claire lui jeta un coup d'œil. « C'est grâce à toi. » Luc secoua la tête. « Ils sont résistants. Ils se sont adaptés à ce monde mieux que je ne l'ai jamais fait. Tu leur as donné quelque chose de sûr, dit-elle. C'est plus que la plupart des gens. » Il se tourna vers elle, son expression s'adoucissant. « Tu parles comme quelqu'un qui n'a pas fait la même chose. » Claire ne répondit pas. Au lieu de cela, elle s'assit sur le sol près du fort, adossant son dos contre le mur. Luc la rejoignit. Le parquet était froid, mais la proximité était réconfortante. « Théo a changé après la mort de Marc, » dit Luc doucement. Il ne parlait plus beaucoup, il ne voulait pas jouer. Il dessinait plein d'avions et d'incendies. Claire, ma nièce, m'a dit qu'il dormait par terre depuis que ma sœur était partie. Il trouvait les lits trop grands sans elle. Ils se sont regardés, vraiment regardés. Il y avait un poids qu'ils portaient tous les deux, mais à ce moment-là, ça ne semblait pas si lourd, pas entre eux. En début de soirée, Claire se tenait devant la cuisinière, regardant une poêle cabossée comme si elle pouvait la mordre. Luc se pencha par-dessus son épaule, souriant. « Ça va, j'ai mis trop de poivre. Il n'y a pas assez de sel. » En début de soirée, Claire se tenait devant la cuisinière, regardant une poêle cabossée comme si elle pouvait la mordre. Luc se pencha par-dessus son épaule, souriant. « Tu t'en sors bien. J'ai mis trop de poivre. Ce n'est pas possible. » « Si, c'est possible. Ma bouche ne m'a toujours pas pardonné la dernière fois. » Luc rit. « Tu fais quelque chose de rare, tu sais. » « Quoi, faire confiance à quelqu'un ?» Claire figée, la cuillère en bois dans la main, suspendue au-dessus de la poêle. « Je n'ai pas dit que je te faisais confiance, dit-elle. Tu n'avais pas besoin de le dire. » Elle se tourna vers lui, le visage impossible à déchiffrer. « C'est dangereux de parler comme ça. » La voix de Luc baissa juste assez pour rester ferme sans être insistante. Vivre comme si personne ne resterait jamais, c'est dangereux aussi. Claire soutint son regard, et pendant une longue seconde, aucun des deux ne bougea. Puis l'une des filles appela depuis le salon, et le moment se défit comme un fil tiré trop tôt. Claire se retourna vers la poêle. Le dîner est presque prêt. Luc sourit intérieurement. Ça sent la victoire. Ce soir-là, après que les enfants se soient couchés, Luc passa devant le salon et vit Claire assise seule sur le canapé. Elle ne lisait pas. Elle n'était pas sur son téléphone.
Elle était juste assise, le regard fixé sur le feu. Il entra et s'assit à côté d'elle. « Est-ce que tu arrêtes parfois d'attendre la prochaine mauvaise nouvelle ?» demanda-t-elle. Luc réfléchit un instant. « Non, mais parfois quelque chose de bien arrive à la place. Et si tu as de la chance, tu y prêtes suffisamment attention pour le laisser rester. » Claire ne dit rien, mais lentement, sa main se fraya un chemin entre eux. Luc ne bougea pas, ne la repoussa pas. Il ouvrit simplement sa paume et elle y posa la sienne. Le lendemain matin, le ciel au-dessus de Daoulas était bas et lourd, de la couleur de l'acier usé. Luc se tenait sur la véranda arrière, une tasse de café à la main, regardant le pâturage enneigé au-delà des arbres. Le silence était différent maintenant. Pas vide, juste plein d'une nouvelle façon. À l'intérieur de la maison, des rires résonnaient faiblement. Élise, Léa et Théo étaient en train de construire une sorte de engin en carton dans le salon. L'air sentait le sirop d'érable et le bois de pin. Luc prit une profonde inspiration et la laissa se répandre dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, le silence ne lui faisait pas mal. Claire sortit derrière lui, enveloppée dans une vieille chemise en flanelle de marque. Elle était beaucoup trop grande pour elle, mais elle lui allait bien, comme si elle avait toujours été destinée à porter quelque chose qui avait autrefois appartenu à cet endroit. « J'espère que ça ne te dérange pas. Je l'ai emprunté, » dit-elle en tirant sur la manche. Luc la regarda d'un air chaleureux. « Elle te va bien. » Elle jeta un coup d'œil vers les arbres. « Tu as déjà eu l'impression que la vie te prêtait un peu de paix? Comme si ce n'était pas à toi de la garder. » Luc but une gorgée de café, réfléchissant à ses paroles. « Ouais, mais parfois, les choses qu'on emprunte, on finit par les gagner. » Ils restèrent un moment dans un silence confortable avant que Claire ne le regarde d'un air incertain. « Ça te dérange si je te montre quelque chose ?» Luc acquiesça déjà, sachant ce qu'elle voulait dire. Ils s'assirent en tailleur sur le sol près de la cheminée, les jumeaux toujours occupés dans leur monde imaginaire et Théo dessinant tranquillement à côté. Claire attrapa son sac à dos et ouvrit la poche intérieure avec une précaution qui frôlait le respect. Elle en sortit un petit paquet ficelé avec une ficelle verte décolorée. Les lettres étaient vieillies, les coins cornés par le temps et les souvenirs. Certaines étaient écrites sur du papier à en-tête militaire, d'autres sur des bouts de papier, une même au dos du couvercle d'une boîte de rations. Elle les posa délicatement entre eux comme des offrandes sacrées. Luc déglutit péniblement. Ses mains se mirent à trembler presque involontairement, comme si son corps craignait ce que son cœur savait déjà. Ses mains bougèrent presque malgré lui, comme si son corps craignait ce que son cœur savait déjà. Claire parla doucement. Il les a écrites pendant notre déploiement. Il disait qu'il ne voulait pas les envoyer avant d'être sûr de rentrer à la maison. Mais la semaine avant l'explosion, il me les a données. Il m'a dit de te trouver si quelque chose arrivait. Il m'a dit ça. Tu étais la seule personne qui ait jamais cru en lui. Les yeux de Luc piquèrent. « Je n'ai pas toujours été gentil avec lui, » murmura-t-il. « Je pensais qu'en le poussant plus fort, je l'empêcherais de commettre les erreurs de notre père. » Claire le regarda. Il n'a jamais vu les choses ainsi. Il te respectait. Il parlait de toi plus que de n'importe qui d'autre. Luc défit délicatement le paquet. La lettre du dessus portait son nom, écrit de la main reconnaissable entre toutes deux marques. En italique, précis, toujours à l'encre bleue. « Luc, je ne sais pas si je reviendrai. Je ne cherche pas à dramatiser. Je vois juste comment les choses évoluent. Mais si je ne reviens pas, je veux que tu saches quelque chose. C'est toi qui m'as montré ce qu'un homme pouvait être. Pas notre père, pas l'armée. Toi, tu m'as élevé plus que personne d'autre. Et je suis désolé de ne pas te l'avoir dit avant. Parle de moi à Théo si tu penses que c'est le bon moment. Dis-lui que son oncle était un imbécile qu'il aimait même de loin. Et si quelqu'un t'apporte cette lettre, prends soin d'elle. Elle fait aussi partie de la famille. » Luc ferma les yeux. Les mots lui pesaient sur la poitrine comme une force gravitationnelle. Ce n'était pas seulement la culpabilité, c'était l'amour, tellement longtemps resté inexprimé. Il avait attendu patiemment dans les plis du papier. Il leva les yeux vers Claire. « Tu as gardé ça pendant 2 ans. » Elle acquiesça. « Je ne pouvais pas simplement les envoyer par la poste. Ça ne me semblait pas correct. Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. « Parce qu'elle a dit d'une voix à peine audible, « Tu es prêt ?» Le feu crépitait. Dehors, la neige avait recommencé à tomber en fins flocons. Luc resta immobile pendant un moment, les lettres toujours serrées dans ses mains. « Tu sais, » dit-il lentement, « j'ai un souvenir de Marc quand il avait peut-être 7 ans. Il s'était gravement écorché le genou en tombant de son vélo. Je m'étais précipité en pensant qu'il allait hurler,
mais il m'avait simplement regardé, les yeux remplis de larmes, et m'avait dit « Ne dis rien à maman. Je veux être fort comme toi. » Luc eut un petit rire, à la fois douloureux et attendri. Je ne me sentais pas fort. Je me sentais comme un enfant effrayé qui élevait un autre enfant effrayé. Claire sourit gentiment. C'est peut-être ce qui t'a rendu si doué pour ça. À l'approche du crépuscule, le salon s'assombrit. Les jumeaux étaient recroquevillés dans leur sac de couchage, épuisés par leur jeu. Théo était assis sur le bord du canapé, dessinant tranquillement. Claire alluma quelques bougies et rejoignit Luc à la table de la cuisine. « Tu gardes contact avec quelqu'un de ton unité ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. Après la mort de Marc, je ne savais pas comment y retourner. Tout semblait différent. Vous étiez proches. Les yeux de Claire se posèrent sur la flamme de la bougie. Il veillait sur moi plus qu'il n'était nécessaire. Parfois, je pense qu'il voyait en moi quelque chose que je ne voyais pas moi-même. Luc acquiesça. Il faisait ça pour beaucoup de gens, mais il ne s'accordait jamais la même grâce. Il y eut un silence. « Tu crois qu'il serait d'accord avec ça ?» demanda-t-elle. Luc la regarda, ne comprenant pas tout à fait. Elle répéta doucement. « Moi, ici, avec toi, les enfants. » Après tout ce qui s'est passé, la voix de Luc était ferme. « Je pense qu'il t'a amené ici. » Claire cligna des yeux. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Puis, doucement, Luc tendit le bras par-dessus la table et posa sa main sur la sienne. Il dit « Tu faisais partie de la famille », ajouta-t-il. « Et je ne prends pas ça à la légère. » Cette nuit-là, après le départ de la maison, Luc était toujours assis seul près du feu. Il relut la première lettre, puis la seconde, puis la troisième. Chacune d'elles dessinait le portrait d'un frère qu'il croyait connaître, mais qui était devenu quelqu'un de meilleur, de plus courageux et de plus sage en son absence. Une lettre se terminait par une phrase qui résonnait dans sa poitrine. « Si je ne rentre pas à la maison, rends-la meilleure qu'elle était. C'est tout ce que je te demande. » Luc plia les lettres, les remit dans leur ruban et les rangea dans le tiroir central du vieux bureau dans le couloir, pas pour les cacher, mais pour les garder. Il regarda vers le couloir en direction de la femme endormie et des enfants qui avaient rempli le silence de leurs rires. Et pour la première fois depuis les funérailles de Marc, Luc Moreau n'avait pas l'impression de vivre l'histoire de quelqu'un d'autre. Il avait l'impression de commencer enfin la sienne. Le soleil plongeait à l'horizon, projetant de longues ombres ambrées sur la cour recouverte de neige. La lumière vacillait à travers les peupliers nus, chaude et dorée malgré l'air glacial. Luc se tenait sous le porche, une tasse de café tiède à la main, les épaules enveloppées dans un épais de Nîmes doublé de polaire. L'air sentait la cendre de pain et le souvenir lointain du souper. À l'intérieur, Claire aidait les enfants à enfiler leurs pyjamas. Léa gloussait en voyant Élise essayer de sauter sur un pied avec une chaussette à moitié enfilée, et Théo riait doucement et avec délice, comme s'il n'arrivait pas à croire que c'était lui qui riait. Luc sourit. Il n'avait pas entendu Théo rire comme ça depuis presque un an. Lorsque la porte moustiquaire s'ouvrit derrière lui en grinçant, il n'eut pas besoin de se retourner. Claire sortit, son souffle formant de la buée dans l'air. Elle portait la même chemise en flanelle trop grande. Ses manches étaient retroussées et ses mains enfoncées dans les poches de sa veste lucet. Ils restèrent côte à côte un moment sans rien dire. Le silence s'étira entre eux, tranquille mais chargé d'une tension indéfinissable. « Il avait ton sourire », dit-elle enfin. Luc se retourna. « Marc », elle acquiesça. Pas tout le temps, mais quand il riait vraiment, ça ressemblait à ça. Luc regarda les arbres. Il ne souriait plus beaucoup depuis la mort de notre mère. Je crois qu'il n'a jamais vraiment appris à vivre sans culpabilité. Claire acquiesça lentement. Parfois, ceux qui ressentent le plus sont ceux qui ont le plus de mal à le montrer. Elle sortit un papier plié de sa poche. Luc y jeta un coup d'œil, reconnaissant la forme avant que les plis ne le trahissent. « Une autre lettre ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Non, celle-ci est à moi. » Il la regarda. « Je l'ai écrite pour moi après la mort de Marc. Je n'avais jamais voulu la montrer à personne. Je restais assise avec certaines nuits, pour me rappeler que j'étais toujours là. » Luc ne dit rien. Il ne bougea pas. Il ne l'interrompit pas. Son silence était une permission en soi. Claire déplia la page avec précaution, comme si elle avait peur qu'elle se déchire sous le poids des souvenirs. « Si tu lis ceci, c'est que tu as survécu à une autre journée. Tu as porté ton fardeau. Tu n'as pas fui. Tu as tenu bon. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Et peut-être que personne ne l'a vu. Peut-être que personne ne t'a dit « merci ». Mais moi je te vois.
Et ça suffit pour l'instant. Demain sera peut-être plus dur. Mais ce soir, tu t'en es sorti. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Luc expira lentement et silencieusement. Tu n'aurais jamais dû écrire ça pour toi-même, dit-il. Elle replia la lettre. Il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, juste une reconnaissance tranquille de la vérité. Luc se tourna vers elle. Il y a quelqu'un maintenant. Claire leva les yeux vers lui. La lumière du porche brillait doucement derrière elle, encadrant son visage d'or. Ses yeux, toujours vifs et calculateurs, semblaient s'adoucir un peu. « Je ne sais pas comment faire ça, Luc, » dit-elle. « Moi non plus, » répondit-il. « Mais j'aimerais essayer. » Elle scrutait son visage pendant un long moment, comme si elle attendait le piège, la condition, l'intention cachée. Mais il n'y en avait pas. Juste Luc Moreau, en deuil, en train de guérir, plein d'espoir et immobile. Elle hocha une fois la tête, et cela suffit. Plus tard, ils s'assirent près du feu, projetant des ombres dansantes sur les murs. Les enfants s'étaient endormis sur une montagne d'oreillers. Élise s'était blottie sur les genoux de Claire avant de s'endormir. Luc lui tendit une couverture en polaire et elle couvrit l'enfant avec la précaution de quelqu'un qui a appris à traiter la vie avec douceur. « Avant, je pensais que si j'arrêtais de bouger, je m'effondrerais, » dit-elle. Luc se pencha en arrière sur sa chaise. « Moi, je pensais que si je laissais quelqu'un entrer dans ma vie, je le perdrais aussi. » Ils partagèrent un moment de silence, tous deux fixant le feu comme s'il pouvait leur apporter des réponses qu'ils ne trouvaient nulle part ailleurs. « Mais ça, » dit-elle, « ça, c'est quelque chose dont je n'ai pas besoin de fuir. » Luc posa longuement son regard sur son visage. « Tu n'as plus besoin de fuir. » Le lendemain matin, un pâle soleil d'hiver luttait pour percer à travers d'épais nuages. Luc fit des toasts français, brûlés d'un côté comme d'habitude, et Claire prépara un café noir fort comme si c'était une opération militaire. La maison sentait la cannelle et les secondes chances. Théo mit la table. Élise plia les serviettes en triangles irréguliers. Léa compta les fourchettes avec la précision d'un commandant menant une mission. Luc s'arrêta pour regarder autour de lui dans la petite cuisine. La scène était presque absurde dans sa normalité, mais pour lui, c'était comme un miracle. Cet après-midi-là, pendant que Claire se promenait avec les enfants dans les bois derrière la maison, Luc était assis à la table de la cuisine. Les lettres de Marc étaient étalées devant lui. L'une d'elles attira son attention, celle qu'il n'avait pas encore lue. Elle était datée de 3 jours avant la mort de Marc. Il la déplia avec soin. « Luc, j'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps, au garçon qui m'a élevé quand personne d'autre ne l'a fait. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais tu m'as sauvé. Pas seulement une fois, mais toujours. Si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis probablement pas rentré. Je déteste ça. Je déteste la douleur que cela va causer. Mais je te connais aussi. Tu survivras. Tu l'as toujours fait. Mais je ne veux plus que tu survives. Je veux que tu vives. Si tu rencontres quelqu'un qui te rappelle ce que c'est, ne laisse pas la peur te retenir. Ne laisse pas le passé te voler ton avenir. Tu m'as suffisamment soutenu. Laisse quelqu'un te soutenir maintenant. Tu le mérites. Nous le méritons tous les deux. » Marc-Luc le lut 2 fois, puis une 3e fois. À la fin, sa vision s'est brouillée. Il l'a pliée soigneusement, l'a glissée dans la poche de sa chemise et est sorti. Claire a ri à quelque chose qu'une des filles avait dit. C'était un son rare, plein et sans retenue, s'élevant au-dessus des arbres fragiles comme une chanson destinée au printemps. Et Luc savait qu'elle n'était pas juste de passage. Elle faisait désormais partie de l'histoire. Le vent a tourné cette nuit-là. Ce n'était pas le genre de changement que l'on pouvait voir. Il n'y avait pas de branches cassées, ni de volets qui claquaient, mais Luc le sentait dans ses os. Une légère raréfaction de l'air, comme si quelque chose s'échappait silencieusement par la porte arrière. Il n'avait pas entendu de bruit de pas, ni vu de phare. Mais quand il entra dans le salon à 5h12 du matin, se frottant les yeux pour chasser le sommeil, Claire était en train de faire ses valises. Elle se tenait près de la porte d'entrée, son sac à dos militaire dressé comme un soldat silencieux au garni. Les jumeaux dormaient encore, blottis l'un contre l'autre sur le canapé, inconscients. Le feu s'était éteint, ne laissant qu'une douce lueur orange. Luc se figea. Sienne ne leva pas les yeux. « Je me doutais que tu te lèverais tôt », dit-elle en ajustant la sangle de son sac. « Depuis quand as-tu prévu ça ?» demanda-t-il d'une voix basse et calme. « Depuis hier soir ?» Il regarda les filles, puis reprit son regard vers elles. « Tu n'allais pas dire au revoir ?»« Si. » Elle désigna l'enveloppe posée sur le comptoir de la cuisine. Luc s'approcha lentement et la ramassa.
Son nom était écrit sur le devant, d'une écriture soignée et délibérée. Il ne l'ouvrit pas. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Elle finit par croiser son regard, et pour la première fois depuis des jours, le mur était de retour. Pas le silence prudent qu'il avait appris à respecter, mais le regard vide et déterminé d'un soldat sur le point de disparaître. « Je suis restée plus longtemps que j'aurais dû, » dit-elle. « Les filles ont besoin de stabilité, de structure, pas de gentillesse empruntée. Tu penses que c'est emprunté ?» Claire ne répondit pas. « Tu penses que je t'ai laissé entrer juste pour te regarder partir ? Je pense que je ne suis pas douée pour rester, et je ne veux pas risquer qu'elle s'attache à quelque chose qui n'est pas réel. » Luc prit une inspiration, compta jusqu'à 5, puis expira. « Tu as peur, c'est ma faute. Vous êtes tous les deux responsables, a-t-il dit. Mais ça ne te donne pas le droit de faire ça. » Elle s'est détournée, tripotant la fermeture éclair de son manteau. Luc s'est approché d'elle, se tenant à quelques pas. Il ne la touchait pas, juste assez près pour que sa voix ne réveille pas les enfants. Claire a passé 2 ans à transporter 12 lettres, à traverser la frontière de l'État, à dormir dans des refuges, à prendre des boulots sans la toucher, juste assez près pour que sa voix ne réveille pas les enfants. Tu as gardé 12 lettres pendant 2 ans, Claire a traversé les frontières de l'État, a dormi dans des refuges, a pris des boulots à temps partiel que personne ne respectait. Tu as honoré un homme que tu n'étais pas obligé d'honorer. Tu as élevé 2 enfants qui n'étaient pas les tiens parce que tu ne pouvais pas supporter de rompre une promesse. Et maintenant tu fuis quoi? Quelqu'un qui veut porter ce poids avec toi. Son menton tremblait légèrement. Je ne suis pas quelqu'un pour qui les gens restent pour Luc. Il s'approcha, la voix calme mais ferme. Ce n'est pas à toi de décider ça. Pas toute seule. Plus maintenant. Il y eut alors un silence, épais, douloureux, fragile. Le pouls de Luc battait dans ses oreilles. Il ne savait pas ce qu'il attendait qu'elle dise. Peut-être rien, peut-être tout. Puis, derrière eux, une petite voix rompit le silence comme un caillou tombé dans une eau calme. « On repart ?» Élise se tenait dans l'embrasure de la porte, les cheveux en bataille, serrant un lapin en peluche, la voix groggy, incertaine. Claire se retourna lentement, le souffle coupé dans sa gorge. Léa était réveillée elle aussi, assise, les yeux écarquillés. Théo se tenait derrière eux, se frottant un œil avec le dos de la main, l'air perplexe et un peu blessé. Siey s'est agenouillée. « Non, mon chéri, » dit-elle doucement. « Plus maintenant. » Plus tard dans la matinée, après que le soleil eut percé les nuages et recouvert les arbres givrés d'or, Luc se tenait devant la cuisinière, en train de retourner des pancakes. Claire était assise à table, en train de siroter son café. Cette fois, elle ne sursauta pas lorsque leurs genoux se frôlèrent sous la table. Les filles coloriaient tranquillement dans un coin pendant que Théo leur expliquait son dessin de vaisseau spatial avec l'autorité d'un scientifique de la NASA. « Tu n'as pas ouvert la lettre, » dit-elle. Luc retourna une autre crêpe. « Je n'avais pas besoin de le faire. Tu es sûr ?» Il se tourna vers elle. « Si c'était pour dire au revoir, je ne le croirais pas. Si c'était pour dire merci, ça a déjà été dit. Et si c'était pour dire pardon, tu n'as rien à te reprocher. » Claire ne répondit pas pendant un moment. Puis elle croisa les bras sur la table, posa son menton dessus et murmura « Tu vas vraiment pas me faciliter la tâche, hein ?»« Non. » Elle sourit à peine, mais c'était sincère. Cet après-midi-là, Luc la trouva seule sous le porche arrière. Le ciel s'était adouci et les nuages se retiraient derrière la crête. Elle était assise au même endroit où elle avait lu sa lettre à voix haute quelques jours plus tôt. Il s'assit à côté d'elle. « Je n'arrête pas de penser à ce que Marc a écrit, » dit-elle à propos de laisser quelqu'un te porter pour changer. Luc acquiesça. « J'ai passé des années à essayer de prouver que je n'avais besoin de personne. Tu as réussi, » dit-il. « Mais ça t'a coûté cher, » dit-elle en le regardant. « Tu proposes de me réparer ? » « Non, » répondit-il doucement. « Je te propose de rester à tes côtés, c'est tout. » Un silence s'installa entre eux. Pas tendu, pas douloureux, juste plein. Plein de toutes les choses qu'ils avaient encore à apprendre. Plein du miracle discret que des gens comme eux puissent s'aimer. Des gens qui avaient renoncé à trouver leur place étaient encore capables de trouver un foyer. Cette nuit-là, alors que les étoiles apparaissaient au-dessus du champ enneigé et que les dernières braises du feu de cheminée crépitaient doucement, Luc posa la dernière lettre de Marc sur la cheminée, non pas pour l'oublier, mais pour l'honorer. Il regarda Claire blottie sur le canapé avec Élise sous le bras, Léa endormie sur ses genoux. Théo était assis à côté d'elle, légèrement penché vers elle, et Luc sourit. Parce que parfois,
Le choix le plus difficile n'était pas de rester ou de partir. C'était de croire que cette chaleur, cette appartenance improbable, pouvait réellement être vôtre. On frappa à la porte d'entrée juste après le petit déjeuner. 3 coups lents espacés de manière régulière, ni urgents, ni décontractés. Luc leva les yeux de l'évier, où il rinçait les bols de céréales des enfants. Claire se figea au milieu d'une phrase à la table, cherchant instinctivement la main de Léa. Même Théo arrêta de lasser ses chaussures. On ne frappait pas souvent comme ça à Daoulas. Et jamais, à 8h15 du matin, Luc s'essuya les mains sur un torchon et ouvrit la porte. Sur le perron se tenait un vieil homme au regard perçant, appuyé sur une canne sculptée dans du bois d'érable noueux. Il portait un lourd manteau marron, le col relevé contre le vent, et un bonnet en tricot enfoncé sur le front. Sa barbe blanche était taillée mais fournie, et sa posture, malgré la canne, était indéniablement militaire. La lassitude instinctive de Luc s'est dissipée dès que l'homme a parlé. « Toi, Luc Moreau ». Sa voix était rauque comme du gravier, mais ferme. « Oui, monsieur », a répondu Luc. « Je peux vous aider ?» L'homme a légèrement hoché la tête. « Je m'appelle Walter Finch. Tu ne me connais pas, mais je connaissais ton frère. » À l'intérieur de la maison, un silence respectueux s'est installé. Walter s'assit dans le fauteuil à bascule près de la cheminée, serrant une tasse de café chaud entre ses mains. Claire s'assit en face de lui, le dos droit, les lèvres pincées. Luc s'appuya contre l'embrasure de la porte de la cuisine, les bras croisés, le regard impénétrable. « J'ai servi avec Marc lors de sa dernière mission », dit Walter, marquant une pause avant chaque phrase, comme si chaque mot méritait un espace pour respirer. « J'étais le vieux de l'unité. Il m'appelait Gramps, pas derrière mon dos, mais en face de moi. » Luc esquissa un sourire. « Il ne parlait jamais beaucoup de lui, » continua Walter. « Mais il parlait de toi et d'elle. » Il fit un signe de tête en direction de Claire. Claire ne broncha pas. « Il m'a sauvé la vie, » dit-elle doucement. Walter la regarda dans les yeux, le regard perçant sous ses sourcils blancs. « Et tu lui as rendu un hommage que peu de gens auraient pu lui rendre. » Il fouilla lentement dans sa poche et en sortit une feuille pliée, blanche, qui semblait officielle. « C'est pour ça que je suis venu, » dit-il en la tendant à Luc. Luc la déplia. C'était une lettre de la Veterans Legacy Foundation, signée et certifiée, décrivant une aide complète au logement et à l'éducation pour les personnes à charge des militaires décédés au combat, demandée au nom de Claire Dumas et des 2 filles dont elle s'occupait désormais. Luc cligna des yeux. « C'est toi qui as fait ça ?» Walter acquiesça. « Marc et moi avions un pacte. Si l'un de nous ne s'en sortait pas, l'autre prendrait soin de ceux qui resteraient. Ça m'a pris plus de temps que je ne l'aurais voulu pour la trouver. Mais un ami m'a transmis un article de blog. Ton nom y figurait. Une histoire locale sur un ancien combattant et 3 enfants recueillis pendant une tempête de neige. J'ai tout de suite su que c'était toi. » Luc jeta un coup d'œil à Claire, qui fixait Walter comme si elle n'arrivait pas à croire qu'il était réel. « Je pensais que le système nous avait oubliés, » dit-elle. Walter eut un petit rire. « Oh, il a essayé. Mais certains d'entre nous n'oublient pas leurs promesses. » Ils passèrent l'heure suivante à examiner les détails. Les prestations, les délais, les prochaines étapes. Claire écoutait en silence, les doigts serrés autour de sa tasse de café, la mâchoire serrée. Luc remarqua qu'elle clignait des yeux comme si elle essayait d'empêcher quelque chose de couler derrière ses paupières. Lorsque Walter se leva enfin pour partir, Luc l'accompagna jusqu'au porche. « Vous n'étiez pas obligé de faire tout ça, » dit Luc. Walter regarda les arbres. « Non, je le voulais. » Il tapota légèrement la balustrade du porche avec sa canne. Marc était un homme bien, mais plus que ça, il essayait d'être meilleur. C'est plus important que la plupart des gens ne le réalisent. Luc acquiesça d'une voix plus douce. Il ne pensait pas mériter quoi que ce soit de bon. Walter le regarda droit dans les yeux. Aucun de nous ne pense le mériter. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. À l'intérieur, Claire était toujours assise, les papiers étalés sur la table devant elle, comme une carte menant à un endroit où elle n'aurait jamais pensé aller. Luc revint et s'assit à côté d'elle. « Ça va ?» Elle acquiesça lentement. « Je ne suis pas habitué à ce que les choses s'arrangent. Il est peut-être temps que tu t'y habitues. » Elle rit doucement, comme quelqu'un qui teste l'idée de l'espoir. « Tu réalises ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle. « Une école à domicile pour les filles. Je pourrais enfin construire quelque chose de stable. Tu construis déjà quelque chose de stable. » Luc répondit. Tu avais juste besoin de quelqu'un pour poser les fondations. Ce soir-là, Claire était assise dehors sur les marches arrière, enveloppée dans une couverture. Les enfants étaient à l'intérieur avec Théo, en train de dessiner des fusées, des bonhommes
et des maisons avec trop de fenêtres. Luc la rejoignit avec 2 tasses de chocolat chaud et s'assit à côté d'elle sans parler. « Tu crois que Marc savait ?» demanda-t-elle après un moment. « Savait quoi? Que ça allait arriver? Que toi et moi ?» Luc réfléchit longtemps avant de répondre. « Je pense qu'il espérait. Mais plus que ça, je pense qu'il nous faisait suffisamment confiance à tous les deux pour que nous puissions faire quelque chose de beau à partir de quelque chose de brisé. » Claire ne répondit pas. Elle se contenta de poser sa tête sur son épaule. Luc laissa sa joue reposer contre ses cheveux. Pour la première fois depuis des années, l'avenir ne lui semblait plus brumeux. Il lui semblait être une route, encore sinueuse, encore incertaine, mais plus parcourue seule. Cette nuit-là, alors que le feu s'éteignait et que les enfants s'endormaient, Claire ouvrit son téléphone et fixa un brouillon d'email vide. À la Fondation Veterans Legacy, objet, merci. Elle commença à taper, mais s'arrêta. Les mots lui semblaient trop insignifiants. Alors à la place, elle se leva, se dirigea vers le bureau dans le couloir, prit une feuille de papier à lettres de marque et commença à écrire à la main. Pas à la Fondation, pas à Walter, mais à Marc. Tu as tenu ta promesse. Tu m'as ramené à la maison de la manière la plus inattendue qui soit. Tu m'as appris à me battre. Mais maintenant, j'apprends à rester. C'est peut-être la leçon la plus difficile de toutes. J'espère que tu es fier de moi. Dis à nos fantômes que nous allons bien maintenant. Je t'aime, Claire. Elle plia la lettre et la posa à côté du paquet que Luc avait laissé sur la cheminée. Et en éteignant les lumières, elle ne ressentit pas la douleur habituelle des fins, seulement la chaleur d'un nouveau départ. Willow Creek était le genre de ville qui remarquait les choses. On remarquait quand quelqu'un peignait ses volets d'une nouvelle nuance de bleu. On remarquait quand l'épicerie commençait à proposer une nouvelle marque de cornichons. Et on remarquait certainement quand un père célibataire, veuf et discret, aussi régulier que le lever du soleil, se retrouvait soudainement avec une belle femme et 2 petites filles chez lui pendant une tempête de neige. Mais à son crédit, Daoulas n'était pas le genre de ville à juger rapidement. C'était le genre de ville qui attendait, parfois avec scepticisme, parfois avec curiosité, mais toujours avec une mémoire suffisamment longue pour se souvenir de ceux qui s'étaient présentés quand cela comptait. Et donc, lorsque Luc et Claire amenèrent Élise, Léa et Théo au magasin général un matin glacial, 3 enfants ricanant devant des bonbons et des sachets de chocolat chaud, Madame Grady, derrière le comptoir, leur a offert quelque chose d'inattendu, un sourire. « Vous devez être Claire », a-t-elle dit en s'essuyant les mains sur son tablier. « Jax ne nous a rien dit à votre sujet, ce qui par ici signifie que vous êtes peut-être quelqu'un d'important. » Si elle cligna des yeux. « Merci. » Madame Grady se pencha vers elle, adoucissant la voix. « C'est bon de le voir rire à nouveau. » Claire jeta un coup d'œil à Luc, qui était agenouillé à côté des enfants, aidant Léa à choisir entre des guimauves et de la crème fouettée. Son visage était illuminé par quelque chose de discret mais indéniable. « Il est spécial, » dit Claire. Madame Grady acquiesça. « Il l'a toujours été. Il avait juste besoin que quelqu'un le lui rappelle. » À la fin de la semaine, la nouvelle s'était répandue. Et pas seulement à propos de Claire. Le centre communautaire proposait des cours particuliers après l'école pour Élise et Léa. Aucune inscription n'était nécessaire. La boulangerie déposa un sac en papier brun contenant des brioches à la cannelle sur le porche de Luc, avec une petite note. Pour les matins qui arrivaient trop tôt, un homme que Luc connaissait à peine, vu à la boutique d'alimentation animale, déposait une pile de bois de chauffage, juste au cas où le froid reviendrait. Au début, Claire ne savait pas trop quoi penser. Elle n'était pas habituée à être vue, sans attente, sans condition. Mais personne ne demandait rien en échange. Personne ne lui a demandé pourquoi elle était là, pourquoi elle avait 2 enfants qui n'étaient pas les siens, ni pourquoi elle boitait légèrement certains matins. Au contraire, les gens lui faisaient signe. Ils lui indiquaient son chemin. Ils lui demandaient quels étaient les livres préférés des filles. C'était, à sa manière, un petit miracle. Un après-midi, Luc a trouvé Claire assise par terre dans la chambre de Théo, entourée de matériel de dessin. Élise peignait un soleil en papier. Léa dessinait une famille avec des chiens beaucoup trop nombreux. Théo, concentré comme toujours, créait une fusée élaborée avec des propulseurs en papier de bricolage. Claire avait de la peinture rouge sur la joue et un regard que Luc n'avait jamais vu auparavant. « La paix. Tu as besoin de quelque chose ?» demanda-t-il depuis le seuil de la porte. Elle leva les yeux en souriant. « J'ai tout ce qu'il me faut. » Luc ne répondit pas. Il se contenta de la regarder.
quelque chose de tendre remuant au plus profond de sa poitrine. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, ils s'assirent tous les deux sur les marches du porche avec une tasse de thé, regardant les étoiles clignoter lentement au-dessus des pins. « C'est bizarre, » dit Claire. « Qu'est-ce qui est bizarre ? J'ai été dans des zones de combat où il y avait moins de tension que dans mon propre esprit. Mais cet endroit, cette maison, toi, c'est comme si le bruit s'était enfin tu. » Luc but une gorgée de thé, la voix basse. Parfois, le silence est la chose la plus difficile à croire. Claire acquiesça. Surtout quand on a vécu si longtemps, à se préparer à la prochaine explosion. Ils restèrent assis un moment, aucun d'eux ne voulant rompre le silence. Puis Claire ajouta « Je ne pensais pas que des gens comme moi pouvaient avoir une maison comme celle-ci, une seconde chance, ou Luc Monrose. » Luc la regarda, son expression impossible à déchiffrer au premier abord. Puis il tendit le bras et lui prit la main, non pas avec empressement, mais avec quelque chose qui semblait profondément intentionnel. « Tu n'as pas reçu ça, Claire, tu l'as construit. » Le lendemain matin, une lettre est arrivée dans la boîte aux lettres, écrite à la main. Une écriture élégante, une adresse de retour à la périphérie de la ville. Claire la lut à la table de la cuisine, les mains tremblant légèrement. « Chère mademoiselle Dumas, j'ai perdu mon fils en Irak en 2006. Pendant longtemps, j'ai cru que sa mort n'avait aucun sens. Mais hier, je t'ai vu accompagner ces petites filles à l'école, la tête haute, les cheveux détachés, laissant le soleil illuminer ton visage comme quelqu'un qui a survécu. J'ai vu mon fils en toi. Pendant longtemps, j'ai cru que sa mort n'avait aucun sens. Mais hier, je t'ai vu accompagner ces petites filles à l'école, la tête haute, les cheveux détachés, laissant le soleil illuminer ton visage comme celui d'une survivante. J'ai vu mon fils en toi, pas en uniforme, mais dans ton esprit. Merci de m'avoir rappelé que certains sacrifices ne sont pas vains. Ils s'épanouissent simplement ailleurs. Bienvenue à Daoulas. Agnès Whitmore. » Claire plia lentement la lettre, les yeux brillants. Luc lut l'expression sur son visage et ne dit rien. Il posa simplement une main sur son dos, ferme et chaleureuse. Ce dimanche-là, ils entrèrent dans la petite église blanche de Main Street. Luc dans son seul vêtement propre, une chemise boutonnée. Claire dans un doux pull bleu qu'Élise avait choisi. Les filles se tenaient par la main et sautillaient devant eux. Théo marchait juste derrière, tenant un dessin plié comme s'il s'agissait d'un texte sacré. Les bancs étaient remplis de visages familiers. Des visages qui avaient vu Luc élever seul un soleil. Des visages qui avaient vu Claire entrer en ville avec du givre sur ses bottes et le feu dans les yeux. Alors qu'ils se glissaient sur un banc, le révérend Harris leur sourit depuis la chaire. « Nous avons de nouvelles vieilles âmes parmi nous aujourd'hui, » dit-il gentiment. « Et je pense que c'est une raison suffisante pour croire que nous sommes toujours dans le domaine de la grâce. » Claire ne pleura pas, mais sa main trouva celle de Jax et ne la lâcha pas. Ce soir-là, sous un ciel étoilé, Claire ouvrit son journal et écrivit 3 mots. « Je suis à la maison. » La première vraie neige après la tempête tomba doucement et épais, recouvrant la cour comme une ardoise vierge. Ce n'était pas le genre de neige qui hurle contre les fenêtres ou qui encombre les routes secondaires. Celle-ci était plus douce, assez lourde pour tenir, assez légère pour jouer. Le genre de neige dont les enfants se souviennent et que les adultes espèrent secrètement, même s'ils se plaignent de devoir la pelleter. Luc se tenait à la fenêtre de la cuisine, une tasse de café à la main, regardant 3 petites silhouettes titubant dans le jardin avec des mitaines dépareillées et des bottes de tous bords. Théo menait la charge, son écharpe rouge flottant derrière lui comme la cape d'un super-héros. Élise et Léa marchaient péniblement derrière, les bras chargés de carottes, de vieux boutons et d'une casserole en métal cabossé qui servirait de chapeau au bonhomme de neige. Dehors, Claire riait d'un rire riche et plein qui remplissait Luc d'une chaleur indescriptible. Elle était agenouillée dans la neige à côté des enfants, les joues roses et les yeux brillants. Elle n'avait jamais semblé aussi vivante, et Luc n'avait jamais été aussi sûr de lui. Il leur fallut près d'1 heure pour rouler, tasser la neige, s'effondrer et recommencer. Mais finalement, ils se retrouvèrent tous les 5 devant un bonhomme de neige légèrement bancal, avec un sourire tordu et des brindilles en guise de bras qui semblaient hausser les épaules en signe de défaite. « Il lui faut un nom », déclara Élise. « Capitaine Frostbite Théo », dit-il solennellement. Claire sourit. « Général Snow, Monsieur Wiggleface », s'écria Léa, provoquant une salve de rire. « Peu importe comment on l'appelle,
Luc dit qu'il va probablement tomber avant demain matin. Comme les vrais généraux, marmonna Claire dans sa barbe. Luc rit en secouant la tête. Allez, rentrons avant que quelqu'un ne perde un orteil. Ils retournèrent péniblement à la maison, les bottes, le nez trempé et les gants rouges. Luc aida les enfants à retirer leurs vêtements d'extérieur, tandis que Claire posait des tasses de chocolat chaud sur la table, en prenant soin de ne pas brûler les petites langues. Plus tard, alors que les enfants étaient occupés à construire des forts avec des oreillers et à dessiner des bandes dessinées, Luc trouva Claire assise près de la cheminée, se frottant les doigts pour les réchauffer. « Tu n'as pas arrêté depuis le lever du soleil », dit-il en lui tendant une paire de chaussettes épaisses. « Toi non plus. Ce n'est pas moi qui ai décidé de faire une bataille de boules de neige avant le petit déjeuner. » Elle sourit en enfilant les chaussettes sur ses orteils gelés. Ils avaient besoin de quelque chose à se rappeler, quelque chose de bien. Ils s'en souviendront. Elle leva les yeux vers lui, son sourire s'adoucissant. « Moi aussi. » Luc s'assit à côté d'elle. Proche, mais pas trop. « Tu ne pensais vraiment pas que tu revivrais ça un jour ?» demanda-t-il. « Je ne pensais pas que je le méritais. » Il se tourna vers elle. « Pourquoi pas ?» Claire hésita, puis regarda le feu. « Quand tu as vu ce que j'ai vu, quand tu as fait des choses dont on ne parle pas, tu commences à penser que le bonheur est réservé aux autres. Comme si tu n'avais le droit de l'observer que de l'extérieur. » Luc acquiesça lentement. Et maintenant, elle le regardait fixement. « Maintenant, je commence à penser que certaines choses ne doivent pas être méritées. » Luc resta silencieux pendant un moment, observant la façon dont les flammes se reflétaient dans ses yeux. « Dis-moi quelque chose de vrai, » dit-il. Claire pencha la tête. « Qu'est-ce que tu veux dire par quelque chose de vrai? Quelque chose que tu n'as pas encore dit à voix haute. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle serra la mâchoire, ses mains se crispèrent sur ses genoux. Puis, doucement, elle murmura. « J'ai peur d'être heureuse parce que la dernière fois que je l'ai été, ça a disparu. » Luc lui prit la main doucement, délibérément. « Alors ne précipitons pas les choses. Restons simplement assis ici et profitons de ce moment. Pas de promesses, pas de délai, » dit-elle en le regardant, le souffle coupé. « Mais si je t'embrasse, » ajouta-t-il, « ce ne sera pas par pitié, par solitude ou par émotion empruntée. Ce sera parce que j'en ai envie, parce que tu allèges le silence, parce que quand je te vois rire avec ces enfants, j'ai l'impression de regarder le soleil se lever en plein hiver. » Claire ne dit rien. Elle se pencha vers lui et l'embrassa. Ce n'était ni précipité, ni cinématographique. Pas de musique grandiose. Pas de coups de tonnerre parfaitement synchronisés. Juste une pression douce des lèvres, fatiguée, hésitante, mais pleine d'intention. Le baiser s'attarda, s'intensifia, puis se brisa comme un souffle dans l'air froid. Quand ils se séparèrent, aucun des deux ne bougea. Leurs fronts se touchaient. Le seul bruit était le rire lointain des enfants. « Ça va ?» murmura-t-il. Elle acquiesça. Puis avec un sourire tremblant, elle répondit « Oui, je suis toujours là. » Cette nuit-là, les enfants campèrent dans le salon sous une forteresse de couvertures et de guirlandes lumineuses. Luc fit du pop-corn sur la cuisinière, brûlant la première fournée, et Claire s'assit par terre, lisant à haute voix Charlotte's Web, d'une voix douce, s'arrêtant parfois lorsqu'elle arrivait à une phrase qui la touchait trop. Quand elle eut fini le chapitre, les jumeaux dormaient, la tête posée de chaque côté de Théo, comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent enfin. Luc les regardait, les bras croisés, dans une posture respectueuse. « On dirait une famille », murmura-t-il. Claire se tourna vers lui. « C'est une famille », acquiesça-t-il. « Mais j'ai encore l'impression de rêver », admit-il. Elle se leva, s'approcha de lui et posa une main sur sa poitrine, juste au-dessus de la poche où se trouvait encore la dernière lettre de Marc. « Alors peut-être que c'est le moment, » dit-elle, « où tu te laisses enfin réveiller et où tu réalises que le rêve est devenu réalité. » Dehors, le bonhomme de neige s'était penché un peu plus sur le côté, comme s'il s'inclinait pour se rendre à la chaleur qui s'était installée dans la petite maison. Mais personne ne le remarqua. Ils étaient trop occupés à construire quelque chose qui ne fondrait pas. La neige avait cessé de tomber tôt le matin, laissant derrière elle un paysage si calme, si propre, qu'on aurait dit que le monde entier s'était arrêté pour respirer. Claire était debout près de la fenêtre de la cuisine, une tasse de thé entre les mains. La maison était calme, d'un calme qui semblait mérité, pas vide. Les enfants dormaient encore, blottis dans des piles de couvertures chaudes, après une nuit passée à écouter des histoires à la lampe de poche et à rire en chuchotant.
Luc était allé en ville pour faire les courses et acheter du café en grains, promettant de ramener des brioches à la cannelle si Madame Grady en avait fait. Claire pouvait entendre le léger ronronnement du frigo, le tic-tac de l'horloge murale, le doux crépitement des braises dans la cheminée. Il lui avait fallu des semaines pour ne plus redouter que le silence se transforme en solitude, mais cela n'était jamais arrivé. Elle attrapa son sac à dos, le même sac militaire usé qu'elle avait transporté à travers les États-Unis, dans des refuges et sur des autoroutes enneigées, et ouvrit la poche avant. À l'intérieur, enveloppée dans un vieux bandana, se trouvait la lettre pliée qu'elle s'était écrite à elle-même à l'arrière d'un camion de ravitaillement lors de sa dernière nuit en Syrie. Elle ne l'avait pas ouverte depuis plus d'1 an. Elle la gardait comme un talisman, pas parce qu'elle lui donnait de la force, mais parce qu'elle lui rappelait ce qu'il lui avait fallu pour survivre. Elle la déplia lentement, ses doigts effleurant les plis avec une sorte de révérence. Puis, alors que le soleil filtrait à travers les vitres givrées, elle commença à lire à voix haute, à personne et à tout le monde. « Ma chère, si tu es toujours là, ça veut dire que tu as continué à respirer. Ça veut dire que tu n'as pas laissé les fantômes t'entraîner vers le fond. Tu ne te sens pas courageuse, tu ne te sens pas forte, tu te sens vide, fatiguée et épuisée jusqu'à la moelle. Mais tu es toujours là, et ça compte. Tu ne sais pas si tu te sentiras à nouveau entière un jour. Tu ne sais pas s'il y a un endroit où tu as ta place. Mais continue quand même. Un jour, peut-être que tu te réveilleras dans une maison qui sent la cannelle et que tu entendras le rire des enfants. Un jour, peut-être que quelqu'un te prendra la main, non pas parce que tu es brisé, mais parce que tu es assez bien comme tu es. Et si ce jour arrive, reste. S'il te plaît, reste. Avec tout mon amour, la version de toi qui croit encore en la lumière. » La voix de Claire se brisa sur la dernière ligne. Elle replia la lettre avec soin et la posa sur la table. Elle n'essuya pas les larmes qui coulaient sur ses joues. Elle les laissa tomber, chaudes et silencieuses. Un léger coup frappé sur le cadre de la porte la ramena à la réalité. Luc se tenait là, tenant un sac en papier brun et 2 tasses fumantes provenant du café. Son visage changea lorsqu'il vit d'abord l'inquiétude de Claire, puis quelque chose de plus doux. Pas d'inquiétude, juste de la présence. Elle renifla, sourit à travers ses larmes. « Tu as pris les brioches à la cannelle. » Il lui tendit le sac avec un supplément de glaçage. Claire rit en essuyant sa joue avec sa manche. « Tu sais vraiment comment rendre une matinée parfaite. » Il entra, posa le sac et tira une chaise à côté d'elle. « Je l'ai lu, » dit-elle en montrant la page pliée. Luc ne demanda pas ce qu'elle dit. Il n'avait pas besoin de le savoir. Au lieu de ça, il se pencha par-dessus la table et posa sa main sur la sienne. « Qu'est-ce que ça t'a fait ?» demanda-t-il. Comme si je parlais à la fille que j'étais autrefois, qu'elle avait réussi. Luc acquiesça. « Elle serait fière de toi. » Claire baissa les yeux vers leurs mains, leurs doigts entrelacés comme des racines. « Je crois que je suis enfin fière d'elle, moi aussi. » Plus tard dans la journée, les filles fabriquèrent des pancartes de bienvenue avec des marqueurs et de la colle pailletée. Personne ne leur avait dit de le faire. Elles le firent simplement comme les enfants savent souvent faire les choses, sans explication. Théo les a aidés, bien sûr, en mesurant les bords du papier, avec une règle comme s'il s'agissait d'un plan militaire. Luc a réparé une poignée de porte qui était lâche. Claire a préparé des cookies à partir d'un mélange tout prêt qui, d'une manière ou d'une autre, s'est avéré parfait. Ce n'était pas un jour férié. Ce n'était l'anniversaire de personne. C'était juste un mardi, mais on avait l'impression que quelque chose d'important s'était produit. En fin d'après-midi, Claire et Luc se tenaient dehors et regardaient les enfants glisser sur la colline enneigée derrière la maison. Les rires résonnaient entre les arbres. « Je ne pense pas avoir jamais été aussi heureux un mardi, » dit Luc. Claire glissa ses mains dans son manteau. « Ou aussi calme. » Luc se tourna vers elle. « J'ai pensé à quelque chose. »« Oh, oh !» Il sourit. « Je veux construire un banc ici, juste en haut de cette colline. » Claire haussa un sourcil. « Pourquoi faire ? » « Pour qu'on puisse s'asseoir, » dit-il. « Les regarder grandir, boire du mauvais café, se disputer à propos du nom des chiens, tout ce qui se présentera. » Elle le regarda longuement, le vent froid balayant ses cheveux sur son visage. « Tu fais des projets ?» dit-elle comme si c'était à la fois une blague et une promesse. « Je suppose que oui. » Claire sourit, et son sourire illumina ses yeux. « J'aime bien ce projet. » Ce soir-là, avant de se coucher, Claire glissa la lettre dans son sac à dos, mais pas pour la cacher. Elle la plaça dans une petite boîte en bois que Luc avait sculptée pour elle, avec une photo de sa sœur.
une plaque d'identité qu'elle ne portait plus, et le dessin au crayon qu'Élise avait fait de notre nouvelle famille. Ce n'étaient plus des souvenirs de perte. Ils étaient la preuve d'un devenir. Avant d'éteindre la lumière, Luc s'appuya contre l'encadrement de la porte de la chambre, la regardant s'installer sous les couvertures. Les enfants dormaient déjà. Le feu s'éteignait. La neige à l'extérieur brillait au clair de lune. « Ça va ?» demanda-t-il. Claire remonta la couette jusqu'à sa poitrine et acquiesça. « Mieux que ça. » Luc s'approcha, se pencha et l'embrassa sur le front. Elle attrapa sa main avant qu'il ne se détourne. « J'étais sincère ce matin quand je t'ai dit que je voulais rester. » Luc sourit. « Alors on va continuer à construire un mardi à la fois. » La neige revint la veille de Noël. Pas celle qui coupe la peau et arrête tout, mais des flocons doux et lents qui virevoltaient comme des vœux, se posant doucement sur les toits, les branches des arbres et les épaules emmitouflées des gens qui attendaient, qu'ils le sachent ou non. Daoulas s'illuminait comme une carte postale. Des lumières scintillantes enveloppaient les balustrades des porches, des couronnes ornaient chaque porte, des bougies clignotaient derrière les fenêtres givrées. Même la vieille cloche de l'église, silencieuse depuis longtemps, sonna une fois au coucher du soleil. Pas fort, juste assez pour être entendu. À l'intérieur de la maison des Moreau, le feu crépitait. L'odeur de cannelle, de pain et de biscuits au sucre fondu flottait dans l'air. Des flocons de neige en papier collés aux fenêtres flottaient à chaque fois que quelqu'un passait. Les chaussettes cousues à la main par Madame Grady portaient désormais 5 noms, un pour chaque personne qui considérait désormais cet endroit comme son foyer. Claire se tenait près de la cheminée, ajustant pour la 3e fois la petite décoration faite main par Léa. Luc l'observait depuis le canapé, un sourire discret aux lèvres. Elle fredonnait distraitement mais avec douceur, comme si cette mélodie avait toujours été la sienne et qu'elle venait de s'en souvenir. « Tu n'arrêtes pas de bouger cette décoration », dit Luc d'un ton taquin. « Elle est de travers. »« Non, ce n'est pas vrai. C'est peut-être moi qui suis de travers, » dit-elle avec un petit sourire. Luc se leva et la fit doucement se tourner vers lui. « Tu es parfaite. Tu es parfaite. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle n'ait pu parler, un cri de joie retentit dans la maison. « Il neige à nouveau !» cria Élise depuis le couloir. De la neige de Noël. Théo apparut derrière elle, plus calme, mais souriant. On devrait aller voir si le bonhomme de neige est toujours debout. Léa entra en sautillant, déjà chaussée de bottes. « On peut lui mettre un nez en sucre d'orge maintenant ?» Luc et Claire échangèrent un regard. Luc rit. « Encore 5 minutes et on y va tous. »« 15, corrigea Théo. « On a un programme à respecter. » Dehors, émitouflés et rayonnant de joie, les enfants se précipitèrent vers la petite colline. Le bonhomme de neige de la semaine dernière, reconstruit 2 fois, était toujours debout, même s'il penchait maintenant un peu plus vers l'ouest. Ils ajoutèrent de nouvelles brindilles pour les bras, remplacèrent ses yeux de travers et lui donnèrent enfin une canne en sucre d'orge pour nez. Luc et Claire se tenaient main dans la main au sommet de la colline et regardaient. « C'était toujours ma période préférée de l'année, dit-elle. Avant la guerre, avant tout ça. Qu'est-ce qui a changé ?» Claire resta silencieuse un instant, puis répondit doucement. Le silence qui suivit. Luc lui serra la main. « Tu as ramené le son. » Elle se tourna vers lui. Des larmes menacèrent de couler, mais ne tombèrent pas. Toi aussi. Plus tard dans la soirée, ils se rassemblèrent autour de l'arbre. Le salon était éclairé par la lumière des bougies et du feu, qui projetaient de longues ombres et de doux halos. Élise et Léa étaient assises en tailleur dans leurs pyjamas, déchirant avec impatience les paquets soigneusement emballés. Théo distribuait les cadeaux avec la précision d'un commandant sur le terrain, chacun étant étiqueté en lettres majuscules parfaites. Claire ouvrit une petite boîte offerte par Luc. À l'intérieur se trouvait une simple chaîne en argent avec un pendentif en forme de sapin. « Pour tes racines » dit-il doucement. Elle le regarda et, pour lui dire merci d'être resté, Luc hocha la tête. « Pour être resté ». Elle se pencha vers lui et l'embrassa. Doucement, reconnaissante, certaine. Quand ce fut le tour de Luc, Claire lui tendit une grande enveloppe plate. Son nom était écrit de sa main, d'une écriture forte et régulière, mais avec une petite boucle sur le G qui n'était pas là auparavant. À l'intérieur se trouvait une lettre encadrée. La dernière lettre de Marc tapée à la machine, imprimée sur du papier d'archivage et encadrée dans du chêne. « Si je ne rentre pas à la maison, rendez-la meilleure qu'elle était. C'est tout ce que je te demande. » Sous ces mots, Claire avait ajouté une ligne écrite dans une police différente. «
Tu l'as fait, Marc. Et maintenant, moi aussi. Luc eut la gorge serrée. Il ne dit pas merci. Il se contenta de l'enlacer et de la serrer fort. Vers 22 heures, les enfants enfin endormis, Claire et Luc s'assirent dans la lueur tranquille du feu. Ils n'avaient pas besoin de mots, juste le crépitement des bûches, le craquement occasionnel des vieilles planches du plancher et la douce chute de neige à l'extérieur. Luc se leva et revint avec une petite boîte en bois. « J'ai trouvé quelque chose dans le garage il y a quelques semaines, dit-il. À l'intérieur se trouvait une cassette audio usée, sur laquelle était écrit à l'encre délavée « Noël 1992, Marc en solo ». Il l'a mis dans un vieux lecteur de cassettes et régla le volume juste assez fort pour entendre les parasites. Puis la voix d'un garçon d'à peine 12 ans se mit à chanter une version légèrement fausse de « Oh Holy Night ». La pièce s'emplit du son tremblant de l'enfance. Sincère, courageux, imparfait, inoubliable. Claire se couvrit la bouche. Les yeux de Luc étaient humides, mais il ne détourna pas le regard. À la fin de la chanson, l'enregistrement continua. Marc riait en arrière-plan. La voix de leur mère grondait faiblement quelqu'un, puis le silence. « C'est le seul enregistrement que j'ai de lui. » Luc dit « Je suis contente que tu l'aies partagé », murmura-t-elle. Luc regarda autour de lui. Le sapin, les chaussettes, les lettres et les dessins collés sur le frigo, les bottes près de la porte, les enfants endormis à l'étage. « Je pense que c'est la vie qu'il voulait que j'aie. » Claire acquiesça. « Je pense que c'est la vie qu'il a aidé à créer. » Avant d'aller se coucher, Claire sortit une dernière fois, marchant pieds nus sur le porche malgré le froid. Elle resta immobile pendant un long moment, le visage tourné vers les étoiles. Elle murmura quelque chose que personne n'entendit. Mais Luc, qui observait depuis la fenêtre, savait. Elle remerciait le fantôme d'un frère, d'une sœur, d'une enfance perdue. Pas pour ceux qui avaient été perdus, mais pour ceux qui avaient enfin été retrouvés. Et c'est ainsi que cette nuit de Noël, dans une petite ville de Bretagne, les miracles arrivèrent, silencieux et lents. 5 cœurs autrefois brisés, autrefois dispersés, battant à l'unisson sous un même toit. Pas de gros titres, pas de grandes déclarations. Juste un soldat qui est resté, un homme qui a pardonné, un garçon qui a retrouvé le sourire. 2 filles qui croyaient au bonhomme de neige et aux nez en sucre d'orge, et au souvenir de quelqu'un qui n'était jamais rentré à la maison, mais qui, d'une manière ou d'une autre, les avait toutes amenées là. Si cette histoire t'a touché, même un peu, écris-nous dans les commentaires. Qu'est-ce qu'une vraie famille pour toi? J'aimerais beaucoup connaître ton avis. Où dans le monde regardes-tu cette vidéo ce soir? Écris tes commentaires ci-dessous. Peu importe la distance qui nous sépare, aide-nous à nous sentir un peu plus proches. Et si des histoires comme celle-ci t'apportent du réconfort, de l'espoir ou simplement un moment de réflexion, pense à t'abonner à la chaîne. Ces petits rappels que l'amour, la gentillesse et les secondes chances existent encore sont bien plus importants qu'on ne pourrait l'imaginer. Ça veut dire bien plus que tu ne le penses. Et ces petits rappels que l'amour, la gentillesse et les secondes chances existent toujours nous aident à continuer à les partager. Merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous. D'un coin du monde à l'autre, avec amour et gratitude.